Une femme d'affaires est sauvagement agressée dans son entreprise. Il y avait du sang sur le sol, les murs et la porte. Est-ce un employé mécontent qui s'est vengé? Personne ne lui faisait confiance, il était parti à cause du stress. Ou un cambriolage qui a mal tourné? Je lui ai donné 1 000 $ ce soir-là, et l'argent n'a pas été retrouvé. Un témoin se manifeste et fournit un mobile possible. Elle m'avait fait promettre que si quelque chose lui arrivait, j'irais immédiatement à la police. Les preuves apportent des réponses, mais soulèvent bien des questions. Ce n'était pas prémédité, il a simplement craqué. Une femme agent immobilier, pétillante et brillante, est sauvagement assassinée. C'était une débauche de violence. Même les professionnels endurcis sont déconcertés. Il y avait tellement de sang, c'était une vraie boucherie. La police trouve un témoin qui révélera peut-être des détails sous hypnose. Souvent, quand on regarde un portrait, on trouve qu'il ressemble à n'importe quel individu sur cette planète. C'était comme dans un polar, et je déteste ça. Le meurtrier laisse un indice infime derrière lui, mais cela sera-t-il suffisant pour le retrouver? Les gens tuent pour n'importe quelle raison. Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Psychiatres et criminologues ont répertorié les principaux mobiles qui pouvaient pousser un individu à commettre un meurtre. Oh, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y a l'argent, la jalousie, la vengeance, la concupiscence. L'addiction à l'alcool ou aux drogues dures est un facteur aggravant. Et les agressions mortelles commises par des personnes présentant des troubles aigus ou chroniques de la personnalité représentent quant à elles de 10 à 20% des crimes de sang. Par ailleurs, la dangerosité des pays varie sur une échelle de 1 à 120 en fonction de leur situation politique ou sociétale. La Colombie et le Salvador arrivent en tête, suivis de l'Afrique du Sud et du Brésil. Avec un taux de 0,7 homicides pour 100 000 habitants, la France s'inscrit au 28e rang de ce triste palmarès. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne se déroule pas dans un faubourg malfamé de Bogota ou de Johannesburg, mais dans une bourgade huppée de l'Illinois. Et la victime n'est pas une narcotrafiquante ou une braqueuse de banque, non. Il s'agit d'une respectable grand-mère, chef d'entreprise, aimée et respectée de tous. Depuis plusieurs années, George Hansen et Marianne Clibory dirigent une affaire ensemble à Loves Park, dans l'Illinois. Leur entreprise de rénovation s'appelle Alzulo Remodeling. Et cette collaboration est une réussite. Leurs spots de publicité à la télévision sont pour beaucoup dans le succès de leur affaire. Marianne s'occupait de l'aspect financier et clientèle. George s'occupait des employés, de l'approvisionnement, en achetant le matériel, ce genre de choses. En 2004, Marianne annonce à son associé qu'elle souhaite se retirer de l'affaire. C'était une personne adorable, très gentille. Elle avait vraiment le cœur sur la main, elle avait envie de commencer à profiter de la vie, de jouir des fruits de son travail. Quelques jours avant les vacances de Noël, après le départ de tous les employés, Marianne reste tard pour vérifier les comptes. Alors qu'elle est sur le point de s'en aller, elle est sauvagement agressée. Le lendemain matin, son associé George Hansen et un employé découvrent son corps. Il y avait du sang partout autour d'elle. Je n'avais jamais vu de cadavre ni rien d'aussi horrible. Les ambulanciers constatent son décès sur les lieux. Tous les matins, j'allais dans son bureau pour lui souhaiter une bonne journée. Et elle répondait toujours. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Elle avait d'importantes blessures à la tête et le médecin légiste a déterminé qu'elle avait été frappée au moins 3 fois à l'arrière du crâne. Les techniciens de scène de crime relèvent des indices inhabituels. Il y a du sang plus frais au-dessus du sang coagulé. Cela signifie qu'il y a eu 2 altercations.
Elle a d'abord été frappée dans le couloir au moins 2 fois. Elle est tombée, elle est restée par terre pendant au minimum 15 minutes. Ensuite, son agresseur l'a relevée pour la frapper de nouveau, 2 fois au moins. On se demande pourquoi cet individu l'a battue une seconde fois. Le portefeuille de Marianne a disparu. Il s'agit peut-être d'un cambriolage, mais il ne manque rien d'autre dans l'entreprise. On s'attendrait à ce que tous les objets de valeur aient été emportés. Mais il ne manquait rien dans les locaux. Marianne était une veuve de 69 ans, mère de 5 enfants. Je me sens perdu sans elle. Je voyais à travers elle. C'était l'amour de ma vie. Elle représentait tout. On avait encore plein de choses à faire. On n'était pas 2 petits vieux qui restaient assis à regarder les heures défiler. Les enquêteurs découvrent que son entreprise a récemment licencié un employé, Kevin Doyle. Tout le monde sait qu'il détestait Marianne. Personne ne lui faisait confiance, y compris ses collègues de l'entreprise. C'était un ancien employé de Alzulo. Il est parti à cause du stress. Il a fait une dépression nerveuse, quelque chose dans ce genre-là. Kevin Doyle a un mobile et il possède toujours les clés de l'immeuble. Il devient le principal suspect. Hi, I'm Marianne, and this is George, and we're from Alzulo Remodeling Specialists. Alzulo Remodeling était une véritable institution dans la ville de Loves Park, dans l'Illinois. Marianne avait utilisé très tôt la publicité dans la presse. Elle faisait un peu comme cette présentatrice célèbre qui posait pour les cuisines. Et Marianne était bien connue pour sa générosité. Elle avançait le salaire de ses employés avec son propre argent, et pas celui de sa société. La police est convaincue que Marianne a été tuée par un client ou par un employé. Ça devait être quelqu'un qui connaissait les lieux. L'enquête se concentre sur un ancien employé mécontent, Kevin Doyle. Il n'était pas fréquentable. Je pense qu'il disait beaucoup de choses, mais qu'il ne faisait rien. Il a dit des choses complètement fausses, et ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Interrogé par la police, Kevin Doyle dit qu'il était chez lui, souffrant lorsque le meurtre a eu lieu, mais il n'a personne pour confirmer ses dires. Tandis que les experts poursuivent l'analyse de la scène de crime, les enquêteurs dressent le profil psychologique de Kevin Doyle, le principal suspect. Bien qu'il ne possède pas de casier judiciaire, Doyle est décrit par son entourage comme un être ombrageux dont les réactions peuvent être violentes. Récemment licencié par Mary Ann Clibbery, a-t-il cherché à se venger? Il avait conservé un jeu de clés de l'entreprise et connaissait parfaitement les habitudes de son ex-employeur. Pour autant, le lendemain du meurtre, et contre toute attente, Doyle prend une initiative déconcertante qui stupéfie les policiers. Kevin s'est manifesté auprès de la famille. Il leur a offert son soutien. Il a dit qu'il pouvait continuer à faire marcher l'affaire. On a tout de suite pensé qu'il était suspect. Il y a toujours des gens qui se montrent bizarrement trop entreprenants. C'était le cas de Kevin. Les enquêteurs apprennent aussi que Marianne et son associé, George Hansen, n'étaient jamais d'accord. Ils étaient toujours en compétition parce que leur personnalité était très différente. Ils se disputaient en permanence. Marianne était toujours très élégante, elle parlait très bien, elle se tenait droite. Lui, il n'était pas ce que j'appellerais une personne sérieuse, fiable et honnête. Ils étaient associés et travaillaient ensemble depuis très longtemps. Elle n'avait pas conscience qu'il était aigri parce que lorsqu'Alzulo est décédé, Marianne est devenue associée à part égale. George nie qu'il y ait eu des problèmes entre eux et dit qu'ils s'entendaient très bien. Une relation d'affaires, c'est comme un mariage. Il faut s'entendre, sinon il faut se séparer. Nous, on s'entendait très bien.
George déclare à la police qu'il a un alibi pour le moment du meurtre. Il est sorti boire un verre avec sa femme. Ensuite, il a conduit sa fille à l'auto-école et il est allé dans un centre de bronzage. Et je crois qu'après ça, il est finalement rentré chez lui. Plusieurs jours après le meurtre, se produit un développement inattendu dans l'enquête. Quelqu'un appelle la police pour signaler un sac poubelle noir flottant sur la glace de la rivière Rock. C'est à 8 km de la scène de crime. On s'y est intéressé parce que peu de temps avant ça, on avait découvert un bébé dans un sac poubelle. Les pompiers se chargent de récupérer le sac. C'était une opération de grande envergure. Plusieurs hommes devaient se tenir au-dessus de la glace sur l'échelle, ce qui est très dangereux. Dans le sac poubelle, il y a un autre sac en plastique contenant plusieurs objets. Un pull, un marteau, des gants en cuir et un portefeuille avec les papiers d'identité de Marianne Clibbery. Quand ils ont trouvé ce sac, ils ont fait le lien. Apparemment, le meurtrier a voulu jeter le sac dans l'eau depuis le pont, mais il a atterri sur la glace. S'il avait regardé en bas, il aurait pris de l'élan pour que le sac atteigne l'eau. Comment on peut être aussi bête? Le pull retrouvé dans le sac est maculé de sang. Il y avait des éclaboussures de sang à l'intérieur de la manche droite, ce qui est cohérent avec le fait que la victime a été frappée par derrière par un droitier. Les analyses montrent qu'il s'agit du sang de Marianne et ses employés reconnaissent immédiatement le pull. Il appartient au fondateur de l'entreprise, Al Zullo. Monsieur Zullo avait ce pull depuis des années et il était toujours dans notre bureau. Des gens le mettaient parfois quand ils avaient froid. La police scientifique recherche des cellules de peau sur le vêtement. J'ai fait des prélèvements sur le col pour déterminer qui avait porté ce vêtement. Est-ce que ces cellules permettront d'identifier le tueur? La police a 2 suspects pour le meurtre de Marianne Clibbery. Son associé, George Hansen, et un ancien employé mécontent, Kevin Doyle. Un sac contenant les affaires personnelles de la victime et un pull maculé de sang ont été découverts. Des analyses ont permis de retrouver des cellules de peau dessus. Et un profil ADN a pu être établi. Le profil ADN obtenu à partir du prélèvement sur le col du pull correspondait à celui de George Hansen et à personne d'autre. Mais cela ne prouve pas qu'il est le meurtrier. Le pull appartient à l'ancien propriétaire de l'entreprise, Al Zullo, et se trouvait toujours dans les locaux. Tous les employés l'ont porté, George Hansen y compris. J'ai commencé à porter le pull en hiver et j'ai continué. Et d'autres personnes le mettaient aussi quand elles avaient froid. Après la découverte du sweatshirt ensanglanté abandonné sur la surface gelée de la rivière Rock, les enquêteurs disposent d'un indice supplémentaire. L'assassin est vraisemblablement un familier de l'entreprise et non un inconnu venu de l'extérieur. Plus troublant encore, en passant le bureau de Mary Ann Clibbery au peigne fin, les experts trouvent la tasse à café dont elle se servait au quotidien. Ils analysent la teneur de son contenu et découvrent qu'il se compose d'une quantité importante de somnifères. Or, Mary Ann ne faisait pas usage de ce type de médicament. Son entourage et son médecin le confirment. Selon une étude récente menée par une équipe de chercheurs britanniques, l'abus d'hypnotiques augmente dans des proportions de 2, voire de 3, les risques de développer un cancer ou de succomber à un infarctus du myocarde. Dès lors, une nouvelle question se pose aux policiers. Qui empoisonnait Mary Ann à petit feu? Est-ce la même main criminelle qui s'est acharnée sur elle quelques semaines plus tard?
Après avoir bu du café, elle devenait malade. Ça arrivait aussi quand elle avait mangé une salade. Elle s'endormait aussi au travail l'après-midi. Quand les enquêteurs cherchent qui avait accès à la nourriture de Marianne, un seul nom apparaît. Le matin, quand elle arrivait, elle se sentait bien. George Hansen mettait un point d'honneur à lui servir lui-même son café. De plus, le petit ami de la victime fournit à la police un mobile possible. Il s'agit d'informations que Marianne lui a révélées peu de temps avant d'être assassinée. Elle m'avait fait promettre que si quelque chose lui arrivait, j'irais immédiatement à la police pour lui dire ce que je savais. Marianne avait envoyé des cartes de Noël à des clients. Et certaines de ces personnes ont répondu en évoquant les problèmes qu'ils rencontraient, les difficultés qu'ils avaient. Ils expliquent à Marianne qu'ils n'ont pas été payés. Pourtant, les livres de compte de la société indiquent le contraire. Marianne mène alors sa propre enquête et découvre que son associé George Hansen vole de l'argent à l'entreprise. Les clients le payaient et il déposait l'argent sur son compte. Elle découvre qu'il a volé plus de 100 000 $. Il ne prenait pas que des petites sommes qui rentraient. Il faisait aussi payer à l'entreprise du matériel qu'il utilisait pour ses projets personnels. Marianne est choquée lorsqu'elle constate que l'entreprise est au bord de la faillite. J'étais au courant, mais je ne pouvais le dire à personne. Si je l'avais fait, ma relation avec Marianne aurait pris fin immédiatement. J'avais juré de garder le secret. Selon son petit ami, Marianne avait décidé de dire prochainement à son associé qu'elle avait découvert ses agissements. Ils ne se disputaient jamais devant leurs employés. Ils étaient toujours discrets dans ces cas-là. On sait qu'ils avaient une sorte de réunion ce jour-là. Interrogé par la police, George Hansen ne nie pas avoir volé de l'argent, mais il déclare que Marianne était impliquée. Je déposais l'argent et on se le partageait. Mais les relevés bancaires de Marianne montrent que ses rentrées d'argent correspondent uniquement à son salaire. Gene Sundin est scandalisé par les déclarations de George Hansen. Je savais qu'il mentait. Il mentait comme un arracheur de dents. Il ne pouvait même pas me regarder. Les enquêteurs découvrent aussi que George Hansen aurait pu avoir un autre mobile. S'il la tuait et qu'il s'en sortait, il aurait empoché les 150 000 $ de la police d'assurance vie qu'ils avaient tous les deux contractés en tant qu'associés. Il voulait certainement se servir de cet argent pour racheter la boîte. La police reçoit ensuite une autre information. Le lendemain du meurtre de Marianne, un témoin remarque un homme sur le pont enjambant la rivière Rock. Le sac poubelle relié à l'affaire a été retrouvé plus tard ce jour-là sur la rivière gelée. La personne qui a appelé la police a vu cette camionnette qui n'arrêtait pas de s'arrêter et de repartir. Et évidemment, comme ça paraissait suspect, elle a appelé la police. La camionnette possède un signe distinctif. Sa plaque d'immatriculation comporte le nom Zulo, le nom de l'entreprise de Marianne et de George. Et au sein de l'entreprise Al-Zulo, George Hansen est le seul à posséder un tel véhicule. Ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'ils ont retrouvé le véhicule, ils ont découvert dedans une grande canne à pêche, de la corde et d'autres objets qui semblaient indiquer que le propriétaire allait essayer depuis le pont de repêcher le sac tombé sur la glace. Les enquêteurs doivent analyser les objets contenus dans le sac. Ils trouveront peut-être la preuve que George Hansen est le meurtrier de Marianne Clibberry. Je n'ai pas tué Marianne. Depuis le début, la police pense que Marianne a été assassinée par un collègue de travail. Savoir qu'elle avait été tuée par une relation de travail nous a aidés à concentrer notre enquête dans cette direction. George Hansen a un mobile. Marianne pouvait prouver qu'il volait de l'argent à l'entreprise. Elle a dit à son associé qu'elle parlerait aux autorités de ses activités illégales.
La police scientifique analyse le sac plastique contenant l'arme utilisée dans le meurtre de Marianne. Le sac est déposé dans une chambre de fumigation où il va recevoir des vapeurs de superglue. Ce procédé permet de révéler des empreintes digitales latentes. Sécrétées par les glandes sudoripares, nos empreintes digitales nous appartiennent en propre et nous différencient les uns des autres. Sur nos mains, elles sont inaltérables, puisque même détruites à l'acide ou au fer rouge, elles se reconstituent à l'identique. L'utilisation de cette caractéristique en criminologie marque l'entrée de la police dans l'ère scientifique. En France, et cela depuis 1913, 12 points de convergence sont nécessaires pour dégager une similitude entre une empreinte recueillie sur une scène de crime et une empreinte prélevée sur les doigts d'un suspect. Depuis plus d'un siècle, les techniques de prélèvement n'ont cessé de se sophistiquer. Pour analyser les traces papillaires laissées sur des surfaces molles, comme les textiles par exemple, eh bien, les experts utilisent une chambre de fumigation. La forte concentration de vapeur de colle et de vapeur d'eau qui baigne l'objet à expertiser a pour effet de former sur ces surfaces un dépôt blanc sur lequel apparaissent les empreintes digitales latentes invisibles à l'œil nu. J'ai traité les objets avec une poudre spéciale. C'est une poudre fine, noire, que j'ai saupoudrée sur la surface du sac poubelle. La poudre adhère aux empreintes qui ont été révélées grâce à la superglue et elle les fait apparaître. Il découvre 3 empreintes digitales et une empreinte palmaire. Et elles correspondent à celles de George Hansen. Les enquêteurs trouvent des gants à l'intérieur du sac, couverts du sang de Marianne. L'ADN qui s'y trouve est aussi celui de George Hansen. Tous les objets étaient couverts du sang de Marianne. Et l'ADN de George Hansen se trouvait sur les gants et le pull. L'ADN prouve que c'est George qui portait le pull et les gants quand le sang de Marianne les a éclaboussés. La police retrouve aussi l'ordonnance pour les somnifères décelés dans la tasse à café de la victime. On a retrouvé la sœur de M. Hansen qui a signé une déclaration indiquant qu'elle lui vendait ses pilules. En retour, il lui donnait 25 $ par mois. George Hansen est arrêté et inculpé de meurtre. Le procureur pense qu'il a tué Marianne à cause de l'argent. Il voulait racheter l'affaire et n'avait pas les fonds. Il allait empocher l'argent de la police d'assurance vie et racheter l'entreprise. Et la vie aurait repris son cours. Marianne a attendu que tous les employés soient partis pour parler à son associé du détournement de fonds. C'est noté, mais les clients n'ont pas été payés. Mais si, ils ont été payés. Il a volé plus de 100 000 $ à l'entreprise. S'il ne remboursait pas l'argent, elle irait voir la police. Mais George Hansen a trouvé une autre solution. Alors que Marianne est sur le point de partir, il la frappe par derrière, à la tête, avec un marteau. Alors qu'il arrange la scène de crime pour faire croire à un cambriolage, il constate que son associée n'est pas morte. Il la frappe de nouveau. Son sang vient recouvrir le sang déjà coagulé. Il met le pull, les gants, le marteau et le portefeuille de Marianne dans un sac poubelle. En rentrant chez lui, il le jette par-dessus un pont. Mais le sac atterrit sur la glace et non pas dans l'eau de la rivière. J'aurais bien aimé voir sa tête quand le sac a touché la glace et qu'il a entendu un gros bruit sourd au lieu d'un gros splash. Son idée, c'était de jeter le sac à l'eau et qu'ensuite il aurait dérivé. Plus tard, un témoin aperçoit la voiture de George Hansen faire des allers-retours sur le pont. Ce dernier devait réfléchir à un moyen de récupérer le sac poubelle. Une fois arrêté, George Hansen change de version.
Il nie avoir tué Marianne, mais reconnaît l'escroquerie. Il dit avoir découvert le corps de son associé en arrivant au travail le matin. Pensant qu'il allait être accusé du meurtre, il se débarrasse des objets de la victime présents sur la scène de crime. C'est là que j'ai fait une erreur. J'ai vu le marteau et les gants qui m'appartenaient. J'ai vu tout le sang autour du corps, j'ai paniqué. Je n'ai pas appelé la police. J'ai ramassé les objets, je les ai fourrés dans un sac et je suis parti. Mais les jurés ne croient pas à son histoire. George Hansen est déclaré coupable de meurtre et condamné à 60 ans de prison. Je suis là jusqu'à la fin de mes jours. Le jury a mis plus de temps à choisir un président qu'à le déclarer coupable. Ce qui était autrefois une relation d'affaires réussie a pris fin dans la trahison et le meurtre. Mais les preuves scientifiques et la chance ont permis de résoudre l'affaire. Quelles sont les chances, si quelqu'un va à la rivière avec l'intention d'y faire tomber un sac, qu'il le jette sur la glace? En imaginant qu'il a étudié les lieux, qu'il a toute la rivière à sa disposition à part quelques centimètres de part et d'autre, lui, il a accidentellement fait tomber le sac au mauvais endroit? Si George n'était pas aussi bête, on n'aurait pas trouvé le sac. L'enquête aurait été plus difficile. George misait sur le fait qu'il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas que le sang, mais aussi les empreintes et l'ADN sur le pull. Tous ces éléments désignaient George Hansen. Dans le but de ne pas avoir à restituer les sommes qu'il avait détournées dans l'entreprise dans laquelle il était associé, et nourrissant l'espoir de percevoir le capital d'une assurance vie, George Hansen a tenté d'empoisonner Mary Ann Cleabery en lui faisant absorber contre son gré, et à son insu bien sûr, d'importantes quantités de somnifères. Puis, ces malversations étant sur le point d'être dénoncées, Hansen a opté pour une méthode d'assassinat plus radicale. Il a défoncé le crâne d'une grand-mère âgée de 69 ans à coups de marteau. Un mobile sordide, exécution sauvage. Condamné à purger une peine de 60 ans de réclusion, Hansen terminera vraisemblablement ses jours derrière les barreaux. Toutes les vies se valent, vous en conviendrez aisément. Et, quel qu'en soit le mobile, tous les homicides sont condamnables. Pour autant, force est de constater que le meurtre d'un innocent nous bouleverse davantage que la mort d'un voyou abattu lors d'un règlement de compte entre bandes rivales. La victime dans l'affaire que je vais vous raconter maintenant était une sémillante femme de 40 ans. Sociable, sympathique, elle ne se connaissait pas d'ennemis. Elle a pourtant été massacrée avec une sauvagerie qui défie l'entendement. Et le seul reproche que l'on a pu lui adresser était de s'être trouvée dans l'exercice de ses fonctions au mauvais endroit, au mauvais moment. Voici son histoire. Une chaude journée d'été, un couple marié décide de visiter une maison témoin dans un quartier chic de la ville de McKinney, au Texas. Lorsqu'ils pénètrent dans la maison, l'agent immobilier n'est pas là. Ils constatent immédiatement que quelque chose ne va pas. Ils sont entrés dans le salon et ils ont vu une traînée de sang menant à la cuisine. C'est là qu'ils découvrent l'agent immobilier Sarah Walker dans une mare de sang. Elle a été poignardée 27 fois. La lutte a dû être féroce. Les meubles et les plantes sont renversés. Sarah Walker s'est battue jusqu'au bout pour sa vie. Il ne s'agissait pas d'une simple bagarre. Imaginez une échauffourée dans un bar. Ça ressemblait plus à ça. Il y avait tellement de sang. C'était une vraie boucherie. Sarah Walker avait 40 ans. Récemment divorcée, elle avait 2 enfants. J'ai répondu au téléphone. C'était la police de McKinney. On m'a dit « Sarah a été agressée, elle est morte des suites de ses blessures ». Alors, j'ai crié « Oh non, non !»
Sarah Walker est agent immobilier. Elle fait visiter des maisons témoins à d'éventuels acheteurs et elle est brillante dans son métier. Elle apparaît aussi dans des vidéos commerciales. D.R. Horton est fier d'être dans ce quartier. Il n'a pas d'équivalent dans la région. Elle était passionnée, enthousiaste et pleine de vie. Quand elle entrait quelque part, elle illuminait la pièce. Elle avait autant d'énergie que 4 ou 5 personnes. La police visionne la vidéosurveillance d'une banque montrant Sarah faisant un dépôt sur son compte. Sur la vidéo, Sarah porte une bague et une montre de très grande valeur. Les deux objets n'ont pas été retrouvés. Sa montre n'était ni dans la maison, ni dans sa voiture, ni dans son bureau. On s'est dit assez vite que celui qui l'avait tué avait emporté sa montre et sa bague. Elle les portait 2 heures avant de mourir. Ça nous a aidé à comprendre qu'en fait, il s'agissait d'un cambriolage. La police apprend aussi que le meurtrier s'est fait passer pour un client. Elle parlait à mon cousin et elle a dit « Je suis désolée, je dois y aller. Quelqu'un vient d'entrer, ce qui veut dire « J'ai un client, je dois faire visiter une maison. » 30 minutes plus tard, Sarah est assassinée. Les enquêteurs sont déconcertés par un crime d'une telle violence dans un quartier huppé. Quelque chose clochait. C'est le dernier endroit où j'imaginais qu'un tel crime puisse se produire. C'était comme dans un roman policier si c'était un crime commis au hasard. On était inquiets parce que l'individu qui avait tué Sarah de cette manière n'hésiterait pas à faire d'autres victimes. Avec un tueur en liberté, personne dans la ville de McKinney ne peut dormir tranquille. En examinant la scène de crime où a été tuée Sarah Walker, les enquêteurs constatent qu'elle a été assassinée dans le salon après une lutte féroce. Et il est évident que le meurtrier a été blessé. Il a fermé le verrou et il a baissé les stores. Mais il était déjà blessé à la main. Il a laissé du sang à ces 2 endroits. Et à un moment, il a traîné Sarah jusqu'à la cuisine et il a essayé de se nettoyer parce qu'il y avait du sang dans l'évier. Il y a aussi des gouttes parfaitement rondes sur le sol de la cuisine près du corps. Cette forme correspond à du sang qui a goûté selon un angle de 90 degrés, tout droit. Le sang fournit à la police le profil ADN du meurtrier. Le médecin légiste ne constate aucune trace de viol, mais il découvre quelque chose de très inhabituel. Apparemment, pendant la lutte, l'agresseur a mordu la victime dans la nuque. Ce crime a atteint un tel niveau de sauvagerie. Pour moi, c'était comme si je regardais une femme qui a été mordue par un animal, parce qu'elle n'était qu'une proie pour lui. Et il a fait ce qu'il a voulu d'elle. Et c'était vraiment une sensation désagréable. Le meurtrier de Sarah Walker a-t-il longuement échafaudé son agression? A-t-il épié sa future victime lors de ses déplacements? S'est-il fait passer pour un client afin de pouvoir se retrouver seul avec elle dans une maison vide? A-t-il saisi cette occasion pour la larder de 27 coups de couteau et lui dérober ses bijoux de valeur? Cette hypothèse semble la plus plausible aux yeux des enquêteurs. Si elle devait se confirmer, l'assassin de Sarah Walker a eu largement le temps de brouiller ses traces et de disparaître. D'autant que sa signature ADN ne figure pas dans les archives de la police et du FBI. Mais une autre éventualité retient l'attention des policiers. Le meurtrier pourrait appartenir à l'entourage de la jeune femme. Et le vol ne pourrait être qu'un leurre. Afin d'explorer cette piste, les enquêteurs décident de se pencher sur le passé de Sarah Walker. Et ils ne tardent pas à découvrir qu'elle a récemment divorcé de son second mari, un certain Randy Tate.
Il n'y avait aucun amour entre la famille Walker et Randy Tate, en fait. Randy Tate est la dernière personne à avoir vu son ex-femme en vie. Elle a déposé son fils chez lui avant de se rendre à son travail. Je veux qu'ils attrapent celui qui a fait ça. Selon ses amis et sa famille, elle ne voulait pas divorcer. Ça ne lui convenait pas, elle était blessée. Il y avait de la rancœur entre eux. Randy Tate déclare qu'il a un alibi. Il jouait au golf avec des amis au moment du meurtre. Au début, il se montrait très coopératif, mais à un moment, il a commencé à être plus réticent quand on a parlé d'ADN et ce genre de choses. Ça l'énervait. Pourtant, il accepte de fournir un échantillon de son ADN. Il ne correspond pas à celui qui a été trouvé sur la scène de crime. Les enquêteurs font ensuite des recherches sur un site de rencontre en ligne sur lequel était inscrite Sarah. Quand Sarah a divorcé, elle a été blessée dans son amour-propre. C'était difficile de se remettre à faire des rencontres. Sarah n'a pas eu beaucoup de rendez-vous, mais puisque sa photo était en ligne, elle courait un risque. Voyez ça comme ça. Si j'échange un email avec un étranger et que j'écris simplement quelque chose comme « Non merci, je ne suis pas intéressé », la personne qui a été évincée devient un suspect. Si vous rejetez 30 ou 40 profils en une semaine, et croyez-moi, les femmes sont énormément sollicitées, eh bien on arrive à une quarantaine de suspects. La police interroge tous les hommes que Sarah a connus sur le site. Ils fournissent tous leur ADN, mais aucun ne correspond à celui du meurtrier. Plusieurs semaines ont passé et la piste du meurtrier de Sarah refroidit. Mais un jour, Nelson Villavicencio, le mari d'une autre femme agent immobilier, fournit une information qui relance l'enquête. Il déclare que le matin du meurtre, un homme se nommant Chan Lee a appelé sa femme. Il voulait visiter une maison qui se trouve de l'autre côté de la rue, juste en face du lieu du crime. Elle a eu des doutes sur lui et s'est demandé s'il était honnête. Elle a essayé d'appeler son hôtel pour savoir à quelle heure il viendrait. Mais il n'était pas dans la chambre qu'il lui avait indiquée. En réalité, il n'y a aucun Chan Lee enregistré à l'hôtel, mais elle accepte tout de même de le rencontrer. Quand vous travaillez dans l'immobilier, vous touchez des commissions. C'est pour ça que vous acceptez tout le monde, parce que vous voulez vendre pour avoir votre commission. Mais l'agent immobilier prend des précautions. Ma femme m'a demandé de l'accompagner et je lui ai dit oui. Et j'ai eu raison de le faire. Lorsqu'ils arrivent au rendez-vous, un homme d'origine asiatique dans une Mustang blanche se gare. Il portait un t-shirt sans manches, un jean, des baskets, il était très musclé. Je lui ai dit « Excusez-moi monsieur, êtes-vous Chan Lee ?» Alors il a regardé en l'air et il a évité mon regard. Il a eu une expression qui voulait dire non, mais il n'a pas vraiment répondu. L'homme repart rapidement vers sa voiture et démarre. Le couple attend dans la maison et voit Sarah arriver de l'autre côté de la rue. J'ai dit à ma femme « Eh, viens voir ça. Il y a une superbe blonde qui sort d'une voiture de sport et elle va dans la maison. » Ma femme m'a dit que c'était Sarah et je lui ai répondu « Elle est très belle » et elle m'a dit « Oui, c'est vrai. » Quand Nelson et sa femme comprennent que leur rendez-vous ne viendra pas, ils s'en vont. En repartant, ils voient la Mustang blanche garée près de la voiture de Sarah. Nelson envisage d'aller saluer Sarah. On allait monter en voiture et j'ai dit « Est-ce qu'on va dire bonjour à Sarah ?» Ma femme a dit non, qu'on devait aller déjeuner, alors on est parti. Ils partent vers 13 h. Le corps de Sarah est découvert 20 minutes plus tard. S'ils avaient surpris l'accusé en train de tuer Sarah, est-ce qu'on aurait retrouvé 3 cadavres? L'idée qu'on soit allé voir Sarah et qu'on se soit retrouvé au milieu de quelque chose d'horrible m'obsédera toujours. Je pense que la femme de Nelson a eu beaucoup de chance. C'est pratiquement certain qu'elle aurait été tuée ce jour-là si elle n'était pas allée à ce rendez-vous accompagnée par son mari.
La police dispose maintenant d'un témoin. Mais cela sera-t-il suffisant pour retrouver le meurtrier? Sarah Walker, agent immobilier, est victime d'un vol et assassinée dans une maison témoin située dans un quartier aisé. Sa famille et ses amis ne comprennent pas ce crime horrible. Sa famille souffre au-delà de l'imagination. Je crois qu'elle pensait ne courir aucun risque. Elle était très contente de cet endroit quand elle a commencé à travailler dans ce coin. Le meilleur souvenir que j'ai de Sarah, c'est qu'elle riait à toutes mes blagues, qu'elles soient drôles ou idiotes. Elle riait toujours, et ça me faisait plaisir. Par chance, un témoin se manifeste et déclare à la police qu'il a peut-être vu le meurtrier. Malheureusement, plusieurs semaines se sont écoulées et la police craint que le témoin ait oublié le visage du suspect. Nelson lui avait jeté un coup d'œil rapide. J'espérais beaucoup, mais j'avais peur qu'il ne s'en souvienne plus. Les enquêteurs décident de soumettre le témoin à l'hypnose avant de l'interroger sur la description du suspect. L'objectif de l'hypnose, c'est de faire ressortir des détails du subconscient. Nelson est envoyé à Richard Ching, un ranger du Texas et hypnotiseur expérimenté. Il faut que le patient se relaxe et quand il est dans cet état, vous lui faites se rappeler d'une date ou d'un événement. Il va se remettre dans la situation pour revivre la scène. Utilisée dès la fin du XIXe siècle à des fins thérapeutiques, l'hypnose est une méthode qui consiste à court-circuiter les processus mentaux habituels pour permettre aux praticiens d'atteindre plus facilement les zones de l'inconscient. Nous savons que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, s'est passionné pour cette technique en suivant à Paris les expériences du professeur Charcot. Il existe deux approches pour plonger un patient en état d'hypnose. La première est basée sur la suggestion. La personne, face à l'hypnotiseur, subit des injonctions verbales, visuelles et corporelles. La seconde méthode sollicite sa participation active. Appliquée à l'enquête criminelle, l'hypnose donne des résultats probants pour affiner le témoignage de témoins ou réveiller les images enfouies dans l'inconscient d'un suspect. Au Texas, par exemple, cette technique enregistre un taux de réussite de 75%. Sous hypnose, les souvenirs de l'image que vous avez à l'esprit deviennent beaucoup plus nets. C'est pour ça que je crois à cette méthode. Le souvenir est déjà présent dans son esprit. Je n'ajoute pas un souvenir dans sa mémoire, il est déjà là. On va seulement revenir dans le passé et revivre ce jour et cet incident. L'hypnotiseur veut que Nelson se rappelle l'incident comme s'il regardait un film et qu'il fasse un arrêt sur image sur le visage de l'homme qu'il a vu. Nelson décrit le suspect. Asiatique, musclé, environ 27 ans, 1,75 m et cheveux très courts. Après avoir décrit tous les traits de son visage, il regarde un album photo pour choisir celui qui lui ressemble le plus. Si vous observez attentivement, tout le monde a des yeux, une bouche et un nez de formes différentes. Et ce livre donne aux témoins l'occasion de feuilleter les pages et de choisir les différents traits du visage de l'homme en question. Lentement, un portrait du suspect apparaît. Je me disais qu'avec les informations qu'on avait et le portrait robot, on mettrait dans le mille. Le portrait a en quelque sorte relancé l'enquête, parce que depuis un moment, on était au point mort. Le portrait robot, c'est un outil qui permet aux enquêteurs de la police judiciaire d'établir l'image la plus ressemblante possible du visage d'un suspect entreaperçu par un témoin. Cette technique a été utilisée pour la première fois en France en 1953, lors d'une enquête menée par le commissaire Chabot. Grâce à un portrait robot publié dans la presse, des lecteurs ont été capables d'identifier le meurtrier d'Eugénie Bertrand, une jeune femme assassinée dans la banlieue de Lyon. 15 ans plus tard, le FBI a adopté cette méthode en remplaçant le dessin par un portrait composite basé sur un catalogue de photographies.
Aujourd'hui, des logiciels informatiques spécialisés permettent de consulter des bases de données dans lesquelles figurent des milliers de parties de visage différentes qu'il est possible d'assembler. Il va sans dire néanmoins que l'efficacité de cette méthode repose sur la fiabilité de la description du témoin oculaire. Dans le cas qui nous intéresse, le portrait robot de l'assassin présumé de Sarah Walker permettra-t-il à l'enquête de rebondir? Le portrait est transmis aux médias. Les résultats ne se font pas attendre. Une autre femme, agent immobilier, reconnaît l'homme du portrait. Elle lui a loué une maison. Il est venu une fois jusque chez elle et a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone. Lorsqu'elle n'a pas voulu le laisser entrer, il s'est mis en colère. Il a tambouriné contre sa porte et ça l'a terrifié. Son chien s'est mis à aboyer. L'homme a ensuite frappé à la porte de derrière et là, elle a appelé la police. Les enquêteurs identifient le suspect. Il s'agit de Kasul Chantakuman, 25 ans. Ses parents viennent du Laos, mais lui est né aux États-Unis. La police découvre qu'il conduit une Mustang blanche, qu'il fait des livraisons et qu'il s'est déjà montré violent à plusieurs reprises. Dès l'âge de 15 ans, il a fait des séjours en prison. Il a frappé un camarade de classe à tel point qu'il a été envoyé dans un centre de détention pour jeunes délinquants à 15 ans. Il y a passé plusieurs mois et ensuite il a volé une voiture. Après cela, il a cambriolé et kidnappé 2 femmes âgées en Caroline du Nord. Il a été mis en liberté conditionnelle 6 mois avant le meurtre de Sarah Walker. Il a été envoyé au Texas parce que sa sœur vivait là-bas et elle était prête à l'aider à prendre un nouveau départ. Interrogé par la police, Kasul nie toute implication dans le meurtre de Sarah Walker. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Vous magouillez quelque chose. On essaie de découvrir la vérité. Quelle vérité? Je pense que tu sais. Laquelle? T'étais dans cette maison. Tu t'es lavé les mains ou tu voulais boire de l'eau? La main gauche de Kasul présente des entailles cicatrisées, comme s'il avait été pris dans une bagarre au couteau. Les cicatrices n'étaient pas alignées, elles partaient dans tous les sens. Et la police dispose d'un atout, la marque de morsure sur le corps de Sarah. Correspond-elle aux dents de Kasul? Grâce à un témoin, la police a maintenant un suspect pour le meurtre de Sarah Walker. Il s'agit de Kasul Chantakuman, 25 ans. Malgré ses dénégations, le procureur est convaincu qu'il est le meurtrier. Kasul est un psychopathe et un sociopathe. Et par là, j'entends que peu importe où il est, il pense toujours d'abord à lui. Il n'y a que lui qui compte, ce qu'il peut obtenir pour lui-même. Les autres, les gens, ne sont que des objets utilisés pour son propre plaisir, pour assouvir ses besoins. Votre nom, s'il vous plaît. Kasul Chantakuman. Puisque le meurtrier a mordu Sarah, la police réalise un moule de la dentition de Kasul après l'avoir photographié. L'empreinte dentaire est comparée au contour de la morsure retrouvée sur la victime. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver un angle où ça ne correspondrait pas. On a tourné, retourné et inversé les empreintes. On a essayé de trouver une position où les 2 empreintes ne se superposeraient pas. Mais ça ne servait à rien. Ça correspondait parfaitement. Je n'avais jamais rencontré un cas dans mon métier où la correspondance était aussi parfaite. Les preuves retrouvées dans le téléphone portable de Kasul montrent qu'il a une fascination pour les morsures. Il fantasmait dessus. Il avait une photo dans son portable où il faisait semblant de mordre son chien. L'ADN de Kasul correspond au profil ADN établi à partir du sang retrouvé près du corps de la victime. De nos jours, l'ADN est d'une importance capitale pendant les procès. Les jurés aiment bien ce genre de preuves. Ils l'acceptent. Et comme c'est spécifique à un individu, ça a une très grande valeur pour l'accusation. Le procureur pense que Kasul a choisi de s'attaquer à une femme agent immobilier parce qu'elle travaille souvent seule. Ce jour tragique,
Kassoul a appelé sa première cible pour lui fixer un rendez-vous. Mais celle-ci ne lui a pas fait confiance et elle est venue avec son mari, ce qui a effrayé le meurtrier. Excusez-moi, vous êtes Chan Lee? Mais Kassoul ne compte pas en rester là. Il a repéré une autre maison témoin de l'autre côté de la rue et il voit Sarah arriver. Quelqu'un vient d'arriver. Il est entré dans la maison et a essayé de la dévaliser. File-moi ta montre. Mais elle ne se laisse pas faire. Pour tenter de la maîtriser, il la frappe. Ensuite, il prend un couteau et la poignarde plus d'une vingtaine de fois et se blesse lui-même pendant la lutte. Nelson Villavicencio et sa femme sont dehors devant la maison quand le meurtre a lieu. S'ils étaient entrés dans la maison, ils auraient également pu être tués. Ça ne l'aurait pas arrêté. Il s'en serait pris à eux aussi. Une femme superbe et brillante voit sa vie tragiquement écourtée. Sa famille essaie toujours de se remettre de sa disparition. Même si elle n'est plus avec nous, elle est dans un endroit dont nous rêvons tous, dont on a tous entendu parler. Et je pense qu'elle fait les mêmes choses là-haut que lorsqu'elle était de ce monde, c'est-à-dire aider les gens à trouver le foyer idéal. En août 2006, Kassoul est déclaré coupable de meurtre et condamné à mort. Les gens tuent pour n'importe quoi, pour des raisons qu'une personne normale ne peut pas imaginer. Dans cette affaire, la science a permis de faire en sorte qu'à l'ouverture du procès, l'avocat de la défense déclare « Mon client est coupable, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Il n'aurait pas dit ça si nous n'avions pas eu toutes ces preuves matérielles. » Cette affaire s'est révélée une combinaison parfaite entre l'excellent travail des enquêteurs, des experts médico-légaux et du procureur. C'est la collaboration étroite entre ces trois services pour mener l'enquête depuis le jour où Sarah a été tuée qui a permis de faire condamner son meurtrier. Sarah Walker a succombé au coup meurtrier d'un psychosociopathe. Et rien ni personne, semble-t-il, n'aurait pu lui éviter cette fin tragique. La psychopathie est un trouble de la personnalité qui se caractérise par un manque d'empathie et de remords. Ceux qui souffrent de cette maladie sont dénués de sentiments et d'émotions. Égocentriques, calculateurs et asociaux, ils peuvent manifester en certaines occasions des excès d'une extrême violence, commettre l'irréparable et continuer à vivre sans ressentir de culpabilité. Diagnostiqués à temps, ils trouvent leur place dans les centres de soins psychiatriques et bénéficient de traitements appropriés à leur pathologie. Kozul Shantakuman, l'assassin de Sarah Walker, a été condamné à la peine capitale. Joey Walker, le père de la victime, un homme pieux et résolument hostile à la peine de mort, aurait souhaité que la sentence soit commuée en une peine d'incarcération à perpétuité. Il n'a pas été entendu par le juge texan qui a présidé le procès. Abolie puis rétablie en 1977, la peine de mort est pratiquée dans 34 des 50 États américains, essentiellement dans le Sud, le Texas venant en tête du nombre d'exécutions. Un matin, un couple de touristes se promenant dans la ville de Nosa fait une découverte pour le moins inattendue.
Une jeune femme est étendue, entièrement habillée, comme si elle dormait. Mais ces blessures révèlent une toute autre histoire. Et dans cette affaire, la police scientifique va devoir innover en matière de preuves. Il ne se déplace pas tout seul. Il doit être transporté par quelque chose. De preuves pour inculper un meurtrier des plus astucieux. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? On a besoin de preuves solides pour pouvoir accuser quelqu'un de meurtre. Ça ne colle pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On savait tous que c'était lui. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle émission inédite. Dans une enquête criminelle, les premières 48 heures d'investigation sont toujours décisives. Et cette affaire ne fait pas exception à la règle. Dans un premier temps, les enquêteurs ont l'impression que le suspect a commis un crime parfait et qu'il va leur être impossible de le confondre avec des preuves matérielles, à moins que l'extraordinaire diversité des espèces végétales créées par la nature ne leur vienne en aide. J'ai reçu un appel me disant que le corps d'une jeune femme avait été retrouvé morte au milieu des arbres, près du parking de Noosa, à seulement quelques mètres des voitures. La végétation de la zone était très dense. Il y avait beaucoup d'arbres, notamment des acacias. Elle avait visiblement subi des violences physiques. Il y avait des marques autour de sa gorge, de ses joues et de ses yeux. Le corps a été découvert par des vacanciers aux environs de 8h30, étendu au milieu des arbres à seulement quelques centaines de mètres de la plage. La police déclare que le corps se trouve là depuis le début de la matinée au plus tôt. La jeune femme a apparemment été frappée et étranglée. C'est une des premières destinations touristiques d'Australie, pour ne pas dire du monde. Et il y a eu un crime d'une extrême violence. Le plus choquant, c'est le contraste entre l'intention claire de faire du mal à la victime et le cadre idyllique de la scène du crime. Pour expliquer pourquoi la victime s'est retrouvée là, on explore tous les scénarios possibles. Est-ce qu'elle y est allée de son plein gré? Est-ce qu'elle a été attaquée sur la plage? Est-ce qu'elle a été agressée dans la ville ou est-ce que son corps a été abandonné là? La ville de Noosa est très touristique. Elle a pu rencontrer son assassin après être allée en boîte de nuit. Elle a pu aussi sortir en ville pour la soirée, rencontrer quelqu'un et un incident tragique est arrivé juste à côté de l'endroit où son corps a été découvert. Toutes sortes d'hypothèses nous passent par la tête pour expliquer ce qui s'est passé. Et on ne peut évidemment en écarter aucune. Pour commencer, on devait rassembler toutes les preuves présentes sur les lieux et protéger la scène du crime pour que la police scientifique puisse mener son enquête. On a enveloppé et attaché ses mains dans des sacs pour que le légiste puisse vérifier s'il y avait des résidus sous ses ongles ou sur ses doigts. On a utilisé des bandes adhésives sur le corps et les vêtements pour prélever des fibres ou des cheveux appartenant peut-être à son agresseur. Examiner la scène de crime est une partie essentielle de notre travail. Pneus, empreintes, tout ce qu'on peut trouver. C'est un endroit recouvert de sable et c'est un environnement où relever des empreintes s'avère parfois difficile. Mais étudier la scène de crime est vraiment quelque chose de très important. Les enquêteurs relèvent de nombreuses empreintes de semelles de chaussures le long de la route qui mène à l'endroit isolé où le corps a été découvert. Ils prélèvent également du sable et des feuilles. Si le meurtrier peut être identifié et arrêté, ces éléments permettront de prouver sa présence sur la scène de crime. La priorité était d'identifier la victime. Elle n'avait aucun papier d'identité sur elle, mais elle avait plusieurs tatouages et des piercings aux oreilles. Les prénoms Michael et Corey étaient tatoués sur son corps, ce qui était bien évidemment une pièce précieuse du puzzle pour découvrir qui elle était. On a communiqué aux médias la description de la jeune femme et elle a été diffusée pour que des gens puissent la reconnaître ou essayer de l'identifier.
L'enquête s'est heurtée à un obstacle quand la police a découvert que la victime ne portait aucune pièce d'identité. La jeune femme a entre 25 et 30 ans et les cheveux bruns à hauteur des épaules. Elle portait un jean rouge, un haut sombre et elle avait plusieurs tatouages. La jeune femme avait également de nombreux piercings aux 2 oreilles et une bague en argent en forme de S. Toute personne ayant des renseignements est priée de contacter la brigade criminelle ou la police de Noosa. Après ça, des personnes originaires de la ville de Gympie se sont manifestées. Elles avaient reconnu les tatouages et les piercings. Gympie se trouve au nord de Noosa, à 1 heure de voiture. J'étais étonnée qu'elle vienne de Gympie. Je pensais qu'elle était d'ici. Je croyais toujours au scénario de la boîte de nuit. Elle était allée en discothèque et s'était fait tuer après. Donc, avec cette nouvelle information, l'enquête prenait un tournant différent. Qu'allait-il se passer maintenant? Qui était cette fille et qu'allions-nous découvrir sur elle? Après avoir lancé un appel à témoins pour identifier la victime retrouvée à Noosa, la police obtient immédiatement une réponse. Des habitants de Gympie pensaient connaître l'identité de la jeune femme décédée. Elles ont fait une description parfaite des tatouages et ils étaient presque certains que le corps qu'on avait retrouvé était celui de Samantha Botsworth. À ce stade-là, l'identification n'était pas encore officielle. Ils nous ont demandé de venir avec eux à Brisbane pour vérifier si c'était bien notre fille. Mais je pense que d'après la description qu'on avait faite et le corps qu'ils avaient retrouvé, c'était seulement une formalité. Ils savaient très bien que c'était notre fille qui se trouvait à la morgue. Ma tête le savait, mais mon cœur ne voulait pas y croire. Et dès que j'ai vu que c'était Sam, j'ai eu envie de la serrer dans mes bras. Même si elle n'était plus là. Je voulais bêtement essayer de la réchauffer, même si je savais qu'elle était morte. Et elle n'était pas maquillée, pas une trace de maquillage. Elle avait eu un accident de voiture quelques années plus tôt et elle était très complexée à cause de cette cicatrice sur sa joue. Alors c'était vraiment étrange. Elle ne serait jamais sortie sans être maquillée, même pour aller sur le pas de la porte. Cet élément, apparemment anodin, prend une importance particulière aux yeux des enquêteurs. Sachant que Samantha ne se montrait jamais en public sans maquillage, que faisait-elle la nuit, à proximité d'une boîte de nuit et à 1 heure de route de chez elle? A-t-elle quitté son domicile de son plein gré? Ou l'a-t-elle fait sous la contrainte d'un agresseur? Est-ce que son assassin était une rencontre d'un soir? Je ne sais pas, mais ça ne ressemble pas à Samantha. Elle n'aurait pas fait ça. Ce n'était pas son genre. Elle aimait être avec les gens qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Corey et Michael sont les 2 jeunes filles de Samantha Botsworth. Le soir où celle-ci sort pour ne jamais revenir, ils dorment chez leurs grands-parents. La maison de la victime est maintenant envahie par les experts médico-légaux. À l'entrée de la maison, derrière la porte du garage, on a découvert quelques taches de sang. Après une inspection plus poussée dans toute la maison, on a également trouvé des taches de sang dans la chambre. D'autres avaient été essuyées dans le salon et la salle à manger. Les gens essaient souvent de nettoyer les lieux une fois le crime commis, mais là, le nettoyage était très rudimentaire. Les enquêteurs prélèvent des échantillons de sang et rassemblent des objets souillés dans l'espoir d'y trouver l'ADN de l'assassin. Dans la chambre de Samantha, une bagarre a visiblement éclaté. On a trouvé un sèche-cheveux avec des petites taches de sang sur le cordon, ce qui laissait penser qu'il avait peut-être été utilisé pendant l'agression de Samantha, soit pour l'enrouler autour de son cou, soit pour la blesser d'une autre façon. Dans la buanderie, il y avait plein de vêtements dans la machine à laver. On les a retirés et
Ils étaient tachés de sang. Et il y avait un pendentif au milieu des vêtements. C'était un des bijoux préférés de Sam, parce que c'était son oncle de Grande-Bretagne qui lui avait offert. Et c'est une pierre qu'on ne trouve qu'à un endroit précis en Grande-Bretagne. Le plus intriguant avec ce pendentif, c'était que les parents de Samantha nous avaient dit qu'elle ne l'enlevait jamais. Même pour prendre sa douche ou nager, elle le gardait tout le temps. À l'évidence, elle y tenait beaucoup et pourtant il s'est retrouvé dans la machine à laver de la maison où on a découvert des taches de sang et des traces de lutte. On a tout de suite vu que quelque chose clochait dans cette affaire. Pourquoi ne portait-elle pas son pendentif? Qui lui aurait enlevé? Où était la chaîne? Il était essentiel de répondre à ces questions pour que l'enquête progresse. Bien que l'entrée de la maison de Samantha ne semble pas avoir été forcée, les enquêteurs retrouvent un pan de fenêtre posé dans le jardin. Et sa voiture n'est plus dans son garage. Pourtant, d'après ses parents, elle y est habituellement garée. Le véhicule ne se trouve pas non plus sur le parking de Noosa, où son corps a été retrouvé. On avait comme indice la scène de crime à Noosa, qui était encore primordiale pour l'enquête, une autre scène de crime potentielle avec la maison, et bien sûr, le trajet entre cette maison et Noosa, qui était plutôt long. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? Tous ces scénarios constituaient autant de pistes à suivre et à explorer pour découvrir la vérité. Pendant l'autopsie, le médecin légiste a déterminé qu'elle était morte par strangulation, ce qui correspondait à ce qu'on avait vu sur les lieux et aux marques qu'elle avait. Les enquêteurs effectuent des prélèvements sous ses ongles. Si Samantha s'était battue, l'ADN du coupable s'y trouve peut-être. On avait de bonnes raisons de penser que les vêtements dans lesquels elle avait été retrouvée à Noosa n'étaient pas forcément ceux dans lesquels elle était morte. La police pense que les blessures de Samantha ont laissé des taches de sang sur ses vêtements. Pourtant, il n'y en a aucune. Quelqu'un a changé ses vêtements, ce qui montre que le criminel faisait tout pour ne pas être retrouvé par la police. On avait le sentiment que Samantha Botsworth avait été tuée chez elle. Le mystère, c'était comment elle était allée de Gympie à Noosa. Mais on n'avait aucun doute sur le fait qu'elle avait été assassinée dans sa maison. Samantha a été agressée chez elle. Puis, son corps a été transporté à 80 km de distance et abandonné près d'un bois d'eucalyptus. Pour quelle raison le tueur a-t-il pris le risque de déplacer le cadavre alors qu'il aurait pu le laisser dans la maison? La découverte du pendentif de valeur prouve d'autre part que le vol n'est pas le mobile du crime. Enfin, le fait que l'assassin ait pris la précaution de changer les vêtements de la victime pour faire disparaître les indices montre qu'il s'agit d'un homme méticuleux qui a prémédité son acte. Tandis que les experts passent la maison de Samantha au peigne fin, son ex-mari, Michael Botsworth, prend spontanément contact avec la police aussitôt après avoir été informé du drame par les médias. Je suis venu voir si c'était bien mon ex. D'accord. Dès que j'ai entendu Michael et Corey, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et vous avez 2 enfants avec elle? Oui, j'ai 2 fils. Ils s'appellent Michael et Corey. Michael Botsworth a été interrogé au commissariat de Gympie. Il est venu de lui-même. Il pouvait certainement nous aider dans notre enquête. D'une part parce qu'il avait des informations et d'autre part parce qu'il pouvait être considéré comme un suspect. On n'avait aucune preuve et à ce stade de l'enquête, on envisageait toutes les possibilités. Vous connaissiez Samantha depuis combien de temps? On est restés ensemble pendant 11 ans. Vous étiez encore ensemble? Non. Comment ça se passait entre vous? J'ai commencé à boire et on n'arrêtait pas de se disputer tout le temps. Donc elle m'a demandé de partir. Et j'ai déménagé à l'hôtel. Et c'était quand? Il y a 3 ou 4 mois environ. Quand avez-vous vu Samantha pour la dernière fois? Ça devait être juste après 17h vendredi. Hier. Hier.
D'accord, et vous l'avez vu où à 17h? À l'hôtel Mount Pleasant. J'étais devant l'entrée. Elle m'a dit qu'elle avait laissé les enfants chez mes parents. Et je lui ai demandé si je pouvais prendre une douche chez elle. Elle m'a dit d'accord, pas de problème. À l'hôtel, le chauffe-eau était en panne. Je suis monté, j'ai mis tous mes vêtements dans un sac et je suis redescendu à ma voiture. Et je suis parti voir mes enfants chez mes parents. Pendant ce long interrogatoire, Michael Botsworth raconte en détail tout ce qu'il a fait pendant les 24 heures après avoir vu Samantha. À quelle heure avez-vous quitté le domicile de vos parents? Environ à 18h. Et je suis allé au supermarché. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Pour acheter des cigarettes. De quelle marque? Long Beach. Vous avez un reçu? Oui. Vous l'avez avec vous? Non, il est dans ma chambre. Vous vous souvenez de quelle heure il était? 18h40, 44. Comment vous le savez? C'est écrit sur le ticket de caisse. Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous avez regardé sur le ticket de caisse? Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Ouais. C'est le seul moyen d'avoir l'heure comme j'ai pas de montre. Je vois. Ensuite, j'ai appelé Sam et je lui ai dit que ma voiture ne voulait pas démarrer. À cause de quoi? La bande de batterie était un peu usée. Donc j'ai appelé Sam et elle a dit qu'elle passerait me prendre. Après, elle m'a rappelé. Elle s'était enfermée dehors. À quel moment? C'était quand elle sortait pour venir me chercher. Elle est sortie prendre sa voiture et elle s'est enfermée dehors parce qu'elle avait laissé les clés à l'intérieur. Je lui ai dit d'essayer de la forcer pour rentrer. Il a dit que c'était la dernière fois qu'il avait vu ou parlé à Samantha et qu'il avait attendu un petit moment avant de commencer à marcher vers chez elle. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé chez Sam? Le garage était ouvert. Et il n'y avait ni la voiture, ni Sam. Personne. Il y avait de la lumière dans la maison? Non, pas de lumière. Il est donc retourné à pied à sa voiture, au parking. Il a réussi à la faire démarrer. Et ensuite, il est simplement remonté à l'hôtel Mount Pleasant, où il a pris une douche, changé ses vêtements, et il est descendu boire un verre au bar. Elle avait une raison d'aller à Noosa? Non, aucune. Vous êtes déjà allés là-bas ensemble? Non. Elle y est déjà allée toute seule? Pas que je sache. Vous étiez à Noosa hier soir? Non. Êtes-vous allé quelque part au sud de Gympie hier soir? Non, je suis pas sorti de Gympie hier soir. Il nous a ensuite autorisés à aller à son appartement qui se trouve au dernier étage de l'hôtel Mount Pleasant pour regarder dans sa chambre et poursuivre les analyses scientifiques en prenant les vêtements qu'il portait la veille du meurtre. Quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de clients qui buvaient au bar. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne pense pas qu'ils étaient prêts à le lyncher. Simplement, il y avait certainement beaucoup de gens dans le bar ce soir-là qui connaissaient Samantha et qui pensaient savoir qui était le meurtrier. L'homme qui porte ces accusations s'appelle Scott Knowles. Ce soir-là, on était très en colère après avoir appris la mort de Sam. Il y avait beaucoup de monde en colère, parce qu'elle était très appréciée. J'ai explosé de rage parce que j'étais sûr que c'était Michael qui l'avait tué. Scott Knowles est le nouveau petit ami de Samantha. Avec Sam, on était ensemble depuis 6 semaines, depuis qu'ils étaient séparés. Ça se passait toujours bien quand on était ensemble. On aimait être tous les deux. Michael Botsworth parle de cette relation pendant son interrogatoire. Oui, je suis toujours amoureux d'elle. Dans ce contexte, peut-être que vous étiez un peu jaloux. Non. Je suis un peu blessé parce que les enfants l'ont vu dans le lit de leur mère. Mais Sam m'a juré qu'elle ne couchait pas avec lui, et je la crois. Et ça vous posera un problème? Non, pas du tout. Et s'il emménageait? Et qu'il emménage, ça me dérange pas.
Vous savez si Sam et Scott se sont déjà disputés? Non, je crois pas. Vous le décririez comme quelqu'un de violent? Scotty? Non, à mon avis, il ferait pas de mal à une mouche. Scott Knowles avait les nerfs à vif. Et je crois qu'à un moment, il a même dû être retenu par un de ses amis tellement il était énervé. On voulait éviter qu'une bagarre éclate, alors on a fait monter Michael à l'étage. Les techniciens de la police scientifique ont passé sa chambre au peigne fin et ils ont pris des photos. Michael nous a donné les vêtements qu'il portait la veille. Il les avait lavés. Il pendait sur la corde à linge à la fenêtre. La plupart des gens ne seraient pas d'accord pour que la police fasse ça, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il voulait sûrement donner l'impression de ne pas être inquiet pendant qu'on prélevait des échantillons et qu'on essayait de trouver des preuves qui auraient contredit ce qu'il nous avait dit dans sa déposition. L'attitude agressive de Scott Knowles à l'égard de Bosworth et le fait que ce dernier ait mémorisé à la minute près l'heure inscrite sur le ticket de caisse du magasin intrigue les policiers. L'un de ces deux hommes serait-il le suspect? D'autant qu'en interrogeant Bosworth à nouveau, les enquêteurs découvrent un nouvel indice. Vendredi soir, Samantha Bosworth, 29 ans, a quitté son lieu de travail, un hôtel situé à Gympie, pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée pour retrouver son compagnon. Son corps marqué par les coups a été retrouvé près de Noosa par des touristes hier matin. Samantha travaillait à l'hôtel pour subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Elle faisait également du bénévolat. Après 24 heures d'enquête, on avait la confirmation qu'il s'agissait bien de Samantha Bosworth. Et on avait deux principaux suspects, à savoir Michael Bosworth et Scott Knowles. Cela dit, Michael Bosworth était en quelque sorte un peu plus malin que Scott Knowles. Vous pouvez nous montrer vos mains? J'ai remarqué tout à l'heure que vous vous êtes coupé là sur le... Oui, je me suis coupé là. Cette coupure semble assez récente. Les marques nous intéressaient parce qu'elles avaient peut-être un lien avec le meurtre de Samantha. Et d'où ça vient? Du travail. Vous vous êtes coupé quand? Vendredi. J'en ai une autre là. Faites voir. Ah oui. On les a prises en photo. On a demandé à M. Bosworth s'il acceptait de faire une prise de sang pour des tests ADN. Il a refusé en disant qu'il ne supportait pas les aiguilles, mais qu'il voulait bien nous donner un peu de salive. Les enquêteurs attendent avec impatience les résultats des échantillons prélevés sous les ongles de Samantha afin de les comparer à l'ADN de son ex-mari. Pendant ce temps, les experts médico-légaux examinent la voiture de la victime qui vient d'être retrouvée sur le parking d'une discothèque de Gympie. Il y avait plein de fleurs, de feuilles et d'écorces sur le siège conducteur et sur le sol de la voiture. À l'arrière du véhicule, sur la plaque d'immatriculation, il y avait comme du pollen, ce qui a créé une certaine fluorescence, qui ressemblait beaucoup à celui qu'on avait vu à Noosa. Les experts emballent tous les éléments susceptibles de servir de preuve ou de faire avancer l'enquête, comme les feuilles ou les mégots de cigarettes. Les mégots proviennent apparemment des cigarettes fumées par Samantha, mais les enquêteurs remarquent qu'elles sont de la même marque que celles achetées par Michael Bosworth au supermarché. Il a remis son ticket de caisse à la police, ainsi qu'un trousseau de clés appartenant à Samantha, qui est mystérieusement apparu dans sa chambre le soir où elle a été assassinée. Et il nous a dit qu'il manquait les clés de voiture à ce trousseau. Elles étaient dans ma chambre hier soir. Comment vous les avez eues? Sam a dû les laisser là. Elle a aussi une clé de chez moi. Et vous, vous avez les clés de chez elle? Non, je n'ai pas les clés de chez Sam. Donc les clés qu'elle... Je ne comprends pas pourquoi les clés étaient dans votre chambre. Moi non plus. Mais il manque la clé de la voiture et la clé bleue aussi. Elle avait des codes couleurs pour ses clés. Il manque ces deux-là.
Nous pensons que le meurtrier a conduit la voiture. Une des théories de la police est que la mère des deux jeunes garçons a été enlevée à Gympie et ensuite conduite à Noosa, où elle a brutalement été assassinée. Toute personne ayant aperçu une Corolla blanche immatriculée 299 CQO est priée de contacter la police. Ce soir, les enquêteurs installeront ici une antenne de police pour rappeler ce qui s'est passé, en espérant que quelqu'un se souvienne d'avoir vu Samantha, sa voiture ou son meurtrier. À la suite de ça, M. Higgins, un conducteur de poids lourd de la région, s'est manifesté. Cette nuit-là, j'ai remarqué une voiture blanche qui roulait dans la même direction que moi, vers le nord. Elle allait très lentement. À la fin, je l'ai dépassée et au niveau de la pente suivante, c'est elle qui m'a doublé. Et je suis resté collé derrière. Donc j'ai eu le temps de la remarquer. M. Higgins était catégorique sur le fait que le numéro d'immatriculation était exactement le même et que c'était cette voiture qu'il avait vue sur l'autoroute. Bien que Higgins, le chauffeur du camion, n'ait pas vu correctement le conducteur de la Corolla, ni même remarqué si un passager se trouvait ou non à bord, les policiers pensent avoir affaire à l'assassin. En effet, qui d'autre aurait pu conduire la voiture de Samantha durant la nuit fatale, puis l'abandonner sur un parking de Gympie, après avoir déposé le cadavre à Noosa? Je pense que M. Bodsworth l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On voulait interroger le plus de personnes possible pour qu'elles nous aident à confirmer ou réfuter la version de Michael. Je descendais les escaliers de l'hôtel Mount Pleasant et en bas j'ai vu Sam et Michael qui parlaient assez fort. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais ces derniers temps, ils se disputaient souvent depuis qu'il avait emménagé à l'hôtel. À chaque fois qu'elle parlait à des hommes au pub, Michael débarquait, prêt à frapper. Et parfois, il leur attrapait le bras, des choses comme ça. Ils se disputaient assez souvent. Alors que Pauline confirme la version de Michael concernant le problème d'eau chaude à l'hôtel, elle apporte une information capitale sur ce qu'il a fait le samedi. Il m'a dit « Je veux faire une lessive ». Il ne faisait jamais la lessive puisque c'est Sam qui la faisait pour lui. Elle venait chez moi, elle nettoyait ma chambre et elle emmenait mes vêtements à laver. Ou bien, elle me demandait de les lui apporter. Et ce n'est pas le plus étrange. D'habitude, quand il a les enfants, il les emmène en balade, se promener. Mais ce jour-là, il est resté à l'hôtel toute la journée, à se demander où était Sam. Et ce n'est pas tout. M. Bodsworth s'est renseigné auprès des gens de l'hôtel au sujet de l'heure qui était indiquée sur son ticket de caisse. Il voulait être sûr de l'heure. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous les avez achetés? 18h44. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Oui. C'est le seul moyen d'avoir l'heure, comme je n'ai pas de montre. Je vois. Je me suis dit que c'était très étrange qu'ils disent qu'il avait un ticket de caisse pour ses cigarettes. En général, on ne va pas voir les gens pour leur dire qu'on s'est acheté des cigarettes et l'heure à laquelle on l'a fait. De plus en plus d'éléments suspects s'accumulent. Le ticket de caisse, la lessive, la voiture en panne, l'aller-retour chez Samantha. Mais la police ne dispose d'aucune preuve pour contredire la version de Michael Bodsworth. Il avait un alibi en béton. Ça nous a conduit à plusieurs hypothèses. Soit il était très sûr de lui, soit il était innocent, soit il essayait de se disculper pour ne plus figurer sur la liste des suspects. On attendait les résultats de différentes analyses pour que l'enquête puisse prendre la bonne direction. Pendant ce temps, les enquêteurs se tournent vers une voyante.
talking to her and she just said, go and see Michael. She just keeps saying, go and see Michael. Une semaine après le meurtre de Samantha, la police a donc un suspect principal, mais aucune preuve pour l'arrêter. Plus les jours passent et plus la frustration augmente. On se sent impuissant, incapable de clore le chapitre d'une histoire aussi triste. Tu étais si joyeuse. Et maintenant, tu nous as quittés d'une manière si tragique. Mais notre amour pour toi et ton souvenir resteront à jamais dans nos cœurs. La douleur se lit dans les paroles de cette mère dont les larmes coulent à la mémoire de sa fille, Samantha Botsworth. Une centaine de personnes a passé la porte de la chapelle pour lui rendre un dernier hommage. Ils ont fait le serment de ne jamais oublier Samantha et d'être sûrs que son esprit continue à vivre pour les 2 enfants qu'elle laisse derrière elle. Le fait que personne n'ait été arrêté était très frustrant, surtout pour les parents de Sam. Ils ne pouvaient pas faire leur deuil. Michael était toujours en liberté. Malheureusement, la police n'avait aucune preuve pour l'arrêter sur le champ. On ne pouvait pas soulager la douleur de la famille Hall, ni leur dire oui, nous avons réussi à trouver le coupable, parce qu'on n'avait aucune preuve. Quelques personnes sont venues nous aider dans l'enquête, notamment Patricia Kelly, qui connaissait Samantha et Michael. Elle lit les cartes et elle pensait avoir une sorte de lien avec Michael parce qu'elle lui avait déjà tiré les cartes. Elle était sûre que si c'était le coupable, il y avait une chance qu'il le lui dise. Avec l'accord de Patricia, on lui a posé un micro et elle s'est arrangée pour donner rendez-vous à Michael dans un parc à Gympie. Elle voulait essayer d'obtenir des informations qui contrediraient la version qu'il avait donnée à la police et voir s'il avouerait avoir tué Samantha. Talking to her and she just said, go and see Michael. She just keeps saying, go and see Michael. And I put the cards out and they weren't good. And it didn't look good for you. So whether it's nothing's been looking fucking good for me. So, I know. But she keeps pointing the finger at you, Michael. I have to tell you that. And if you've killed Sam and you want to talk to somebody, you can talk to me. I'm not going to judge you. Pendant sa conversation avec Patricia Kelly, Michael Botsworth a maintenu sa version et rien de concluant n'en est ressorti. Il restait manifestement sur ses gardes. Michael, the problem is that you're under suspicion. What I've given them. The trouble is though, they can't find the killer. I've given them everything that they've asked for. Apart from blood. So they gave me a cotton wool to chew on. Well, to get saliva or something. Yeah. And they said, oh yeah, we're going to do DNA. I said, yeah, well that's fine. You'll find my DNA, Sam. I just fucking lived there. La police obtient finalement les résultats des tests ADN. Les résultats ont démontré que l'ADN de M. Botsworth était présent sur un torchon retrouvé dans la cuisine, mais aussi sur le sol de la chambre. Son ADN est également présent sur l'un des 5 mégots de cigarettes recueillis dans le cendrier situé près du lit de Samantha. Mais il n'y a aucune correspondance avec les mégots retrouvés dans la voiture de la victime. Quant au rapport d'autopsie, il est plutôt de bon augure pour les enquêteurs. L'ADN prélevé sous les ongles de Samantha était celui de Michael Botsworth. C'était évidemment un grand progrès dans l'enquête. On avait un élément concret pour dire que quelque chose s'était passé entre eux. Michael Botsworth a fourni à la voyante des explications plausibles. Il a effectivement vécu dans la maison occupée par Samantha et il y est retourné durant les jours qui ont précédé sa mort. Il n'est donc pas étonnant que des échantillons de son empreinte génétique soient présents sur des objets. Des disputes fréquentes et souvent violentes peuvent expliquer aussi les traces de son ADN retrouvées sous les ongles de son ex-femme. Mais pour qu'un dossier d'accusation puisse être présenté devant un juge,
Les policiers doivent prouver que Bosworth était également présent sur la scène de crime. Il était probable que le lien que l'on espérait trouver entre le véhicule, les vêtements et le lieu du crime était le pollen. Le pollen n'a encore jamais été utilisé comme preuve scientifique en Australie dans le cadre d'une affaire de meurtre. De plus, il a été utilisé seulement 9 fois dans d'autres pays. La tâche s'annonce ardue pour les enquêteurs. On a besoin de preuves solides pour pouvoir accuser quelqu'un de meurtre. On voulait être sûr d'avoir exploré toutes les pistes et d'avoir toutes les cartes en main pour prendre une décision, qu'on ait ou non réuni suffisamment de preuves pour inculper Michael Bodsworth. Cela fait maintenant 3 mois que Samantha Bodsworth a été assassinée. Malcolm et Lynette Hall ont engagé des procédures pour obtenir la garde totale de ces 2 enfants. Ils étaient convaincus que Michael Bodsworth était responsable de la mort de Samantha et ils ne voulaient pas qu'il ait la garde des 2 petits garçons. La garde a été confiée aux parents de Samantha. Et peu après, M. Bodsworth a quitté le Queensland pour s'installer dans le sud de l'Australie. Quand Michael Bodsworth est parti à Adélaïde après avoir perdu la garde de ses enfants, nous doutions vraiment qu'il soit un jour arrêté. J'étais terrifiée à l'idée qu'il s'en sorte, parce que ça voulait dire que je devrais vivre avec ça, et je n'étais pas sûre d'en être capable. Mais nous voulions essayer et laisser la justice faire son travail. Avant de partir, Michael Bodsworth laisse une preuve de plus de son innocence. Il a placé une croix à l'entrée du parking où le corps de Samantha a été retrouvé. Mais la croix n'était pas à l'endroit exact où le corps avait été retrouvé, ce qui laissait croire qu'il ne savait pas où exactement la victime avait été abandonnée. Et ça donnait plus de crédibilité à son innocence. Le corps de Samantha Bodsworth a été retrouvé au milieu d'acacias fleuris. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons et du pollen a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur de sa voiture. La police a également en sa possession les vêtements nettoyés que Michael Bodsworth portait la nuit où Samantha a disparu. Mon travail était maintenant de découvrir si les échantillons de fleurs prélevés dans la voiture, sur les bandes adhésives et dans le filtre, étaient les mêmes que ceux prélevés à Noosa. Il y avait 2 arbres en fleurs quand le corps de Samantha a été découvert. Et l'un d'entre eux était vraiment très fleuri. C'est une espèce d'acacia bien particulière. Et c'est le pollen de cette espèce qu'on a retrouvé sur la plaque d'immatriculation et dans le filtre de la voiture du côté conducteur. Ce qui indique que la voiture était à Noosa, sur les lieux du crime. Le docteur Milne peut l'affirmer avec certitude car les acacias ont une caractéristique particulière. La pollinisation des acacias est assurée par des insectes et d'autres animaux. Le pollen ne se déplace pas tout seul. Il doit être transporté par quelque chose. Donc si quelqu'un se frotte contre la fleur et qu'il monte dans sa voiture, le pollen passe des vêtements au siège et aux chaussures. Les enquêteurs ont retrouvé du pollen sur le siège et sur le sol côté conducteur de la voiture de Samantha. La police aborde le sujet pendant l'interrogatoire de Michael Bodsworth. Vous êtes déjà monté dans la voiture de Sam? Oui. C'était quand la dernière fois? Il y a environ une semaine. Où étiez-vous assis dans la voiture? Côté passager. Avant ou arrière? À l'avant. Vous êtes déjà monté côté conducteur dans cette voiture? Non. Si Michael Bodsworth était le coupable, on s'attendait à trouver le pollen de l'acacia sur ses vêtements. On aurait alors eu la preuve qu'il se trouvait dans la voiture. Mais il avait lavé ses vêtements après le meurtre et avant que la police ne les emporte. Donc au lieu de trouver des milliers de grains de pollen d'acacia, les enquêteurs en ont seulement relevé quelques-uns. Lynn Milne est palynologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les microfossiles tels que les algues ou les pollens.
Enseignante à l'université, elle estime que 4 éléments des microfossiles sont déterminants dans les affaires criminelles. Leur taille microscopique, leur abondance dans la nature, leur résistance à la dégradation et enfin leur diversité. Extrêmement variés, ils permettent de déterminer avec précision le lieu de leur provenance. Dans le cadre de cette enquête, Lynn Milne collaborait pour la première fois avec la police et elle était bien consciente du rôle déterminant qu'elle allait jouer. En débarrassant à l'acide les échantillons des sédiments, la palynologue parvient à isoler quelques grains de pollen d'acacia sur les vêtements rugueux que portait Michael Bosworth la nuit du crime. Et un seul lavage de la chemise n'avait pas suffi à éliminer ces preuves microscopiques. Mais avant d'arrêter le suspect, les enquêteurs veulent procéder à une ultime vérification. On a décidé de refaire le trajet que M. Bosworth avait dit avoir fait l'après-midi du meurtre. C'était pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'acacia le long du trajet, avec du pollen qui aurait pu se déposer sur ses vêtements. Si c'était le cas, il aurait eu une raison légitime d'avoir du pollen sur ses vêtements. Les arbres qui poussaient dans cette zone étaient bien en dehors du chemin, et aucune des espèces n'était fleurie à ce moment-là. J'ai pris du pollen des acacias de Gympie. Je l'ai étudié pour le comparer au pollen des acacias de Noosa. Et ils étaient totalement différents. On s'est rendu dans le sud de l'Australie pour parler avec M. Bosworth. On l'a rencontré à une station-service près de la plage de Christie's. Et quand on lui a dit qu'il allait retourner dans le Queensland et être inculpé de meurtre, il a paru très surpris et inquiet. Un homme a été arrêté à Adélaïde et inculpé à Gympie du meurtre brutal de son épouse il y a 8 mois. Le corps roué de coups de Samantha Bosworth, mère de 2 enfants, a été retrouvé dans les dunes de sable de Noosa. C'est sur le chemin du retour qu'il a souhaité nous en parler et nous dire la vérité. Comme on n'avait rien pour l'enregistrer, on lui a demandé de garder ces informations jusqu'à ce qu'on arrive à Maroochydore, où on avait l'équipement nécessaire pour pouvoir enregistrer sa déposition. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez quelque chose à nous dire? Sam picked me up the night she died from Woolies. And we got back to her place because I didn't have a shower in it there. What did he say? He said he saw you driving like an idiot in the car with the kids. And she was telling me that, after the weekend I can't see the kids and all this because their dad's been in the ear about, I drive dangerously with the kids in the car. And the kids, they meant everything to me. And then she said I couldn't see them. So I just sort of lost it. What do you mean you lost it? Well, I ended up strangling her somehow. I can't remember much about it. Monsieur Bosworth a ajouté qu'après avoir compris qu'elle était morte, il a paniqué et il a décidé de ne pas appeler la police. Il a préféré la cacher. Ensuite, il lui a enlevé ses vêtements et lui a mis ceux qu'elle portait quand les touristes l'ont découverte. There was marks on the top. On the white top, there was some marks there. She wouldn't go out like that. So I changed her. She was going me out. Okay, alright. No, she doesn't go with these clothes on. She goes out, so I changed it. Whereabouts in the vehicle did you put it? In the front passenger seat. Okay. And why'd you do that? Because if I drive that switch, she won't sit. C'est quelqu'un de très fort mentalement. Et je ne crois pas une minute qu'il ait eu la moindre hésitation. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait tout planifié. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était l'ADN et le pollen.
Et le fait que tous ceux qui connaissaient Sam savaient que c'était lui. Drove a car back to Higby. Parked the car at the night disco. And that was it. Can I ask you why you did that? Nah, as if she went out for the night or something, you know. Quand le corps de Samantha Botsworth a été retrouvé dans les dunes de Noosa, la famille de la victime a suspecté son ex-mari Michael James Botsworth. 7 mois plus tard, les expertises médico-légales ont prouvé sa culpabilité et le mécanicien de 36 ans a été inculpé de meurtre. Malgré ses aveux à la police, Michael Botsworth a plaidé non coupable. De toute façon, quand vous risquez l'emprisonnement à vie, vous n'avez plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas plaider non coupable ? Au bout du compte, le jury a vu clair dans le jeu de Michael et il a tenu compte des preuves rassemblées par la police. L'analyse du pollen qui prouve qu'il était sur les lieux du crime, l'ADN, le sang trouvé dans la maison et ses aveux. Les jurés ont décidé de le condamner pour meurtre avec une peine d'emprisonnement à perpétuité. Malheureusement, la prison à vie, ça ne compense pas. Il a pris la vie de quelqu'un et lui, il est toujours là. Un jour, il pourrait sortir et vivre libre de nouveau. Samantha, non. Samantha doesn't. Michael Botsworth pourrait bénéficier de la liberté conditionnelle en 2010. Je sais que Michael Botsworth croyait avoir commis le crime parfait. Mais la science est constamment en progrès et il y a toujours de nouveaux développements dans le domaine médico-légal. Est-ce qu'il était intelligent, rusé, sournois? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été puni comme il le devait pour le crime qu'il a commis. En ayant la certitude d'avoir commis le crime parfait, Michael Botsworth a espéré pendant des mois pouvoir échapper à la justice. C'était compté sans la perspicacité de Lynn Milne, la palynologue. En comparant quelques minuscules grains de pollen recueillis sur la chemise du suspect après un lavage, elle est en effet parvenue à établir qu'il provenait de la scène de crime. Après ce succès, la spécialiste a continué à travailler pour la police. Elle s'est notamment illustrée en permettant l'arrestation d'un violeur alors que l'enquête piétinait depuis 5 ans. La police lui a fourni un sac plastique contenant une paire de chaussures oubliée dans un bureau depuis 3 ans. Milne a confondu le coupable à partir d'un brin d'herbe microscopique relevé sur les chaussures. C'est sur cette note optimiste que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.